Imaginez un instant. Vous êtes à quelques minutes du plus beau jour de votre vie. La robe est prête, les invités sont installés, l'homme que vous aimez vous attend à l'hôtel, le sourire aux lèvres. Tout est parfait, ou presque. Parce que moi, je ne suis pas en train d'enfiler une robe blanche. Je ne suis pas en train de vivre un conte de fées. Je suis là, dans une chambre d'hôtel luxueuse, devant un miroir, habillé d'une robe noire. Pas un noir élégant pour une soirée chic. Un noir funèbre. Aujourd'hui n'est pas le début de ma vie de femme mariée. Aujourd'hui, c'est la fin d'un mensonge. Et dans quelques minutes, tout le monde va le savoir. Vous voulez connaître la suite? Alors restez bien jusqu'au bout, car cette histoire est remplie de secrets, de trahisons et de retournements de situation que vous ne verrez pas venir. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Abonnez-vous tout de suite et activez la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune histoire aussi intense que celle-ci. Je me tiens devant le miroir de la suite nuptiale du Grand Hôtel Lumière. Mais au lieu de porter la robe blanche sur mesure que ma belle-mère a tant insisté pour choisir, je suis vêtue d'une élégante robe noire qui épouse parfaitement mes formes. Mon maquillage impeccable, mes cheveux relevés avec soin, chaque détail a été minutieusement préparé. Tout sauf ce que mon fiancé, Alexandre, s'attend à voir. Derrière moi, accrochée soigneusement à son cintre, repose la robe de créateur, immaculée et intacte. Une robe qui, il y a encore 3 mois, représentait pour moi le rêve de toute une vie. Mais aujourd'hui, elle est devenue le symbole d'un mensonge, d'une illusion. Une vibration sur mon téléphone me sort de mes pensées. Élise, ma meilleure amie et témoin, m'a envoyé un message. Elle est là. Première rangée, côté gauche. Juste comme tu l'avais prévu. Robe rouge. J'ai du mal à croire qu'il ait osé. Un sourire froid s'étire sur mes lèvres. Bien sûr qu'elle porterait du rouge. Léa, l'ex d'Alexandre, n'a jamais manqué une occasion de faire parler d'elle. Pendant des années, il m'a répété qu'elle était une femme du passé, qu'il n'avait plus aucun sentiment pour elle. Et pourtant, elle est là, assise à une place bien trop significative pour une simple ex. Le souvenir du jour où j'ai découvert la vérité me revient brutalement. C'était un mardi soir pluvieux. Je voulais lui faire une surprise et lui apporter son dîner au cabinet d'avocat où il travaillait. Alexandre était un homme méthodique, rigoureux, toujours en contrôle. Mais ce soir-là, il avait laissé traîner un carton d'invitation sur son bureau. Par curiosité, j'en ai pris une au hasard. Je m'attendais à voir nos noms, une typographie élégante, l'invitation à ce qui devait être le plus beau jour de notre vie. Mais ce n'était pas ça. C'était une invitation manuscrite. Une note soigneusement pliée, adressée à Léa. Malgré tout, j'ai besoin que tu sois là. Première rangée, côté gauche. Certaines choses ne peuvent pas être dites autrement. Mon sang s'est glacé. J'ai dû lire la phrase 3 fois avant de comprendre pleinement ce que cela signifiait. Pourquoi tenait-il tant à ce qu'elle soit là? Pourquoi lui écrire personnellement au lieu de se contenter de l'invitation générale envoyée à tous nos invités? Mon cœur tambourinait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Mon regard s'est posé sur d'autres papiers éparpillés sur son bureau. Des relevés bancaires, des notes de rendez-vous, des petits détails qui, pris séparément, semblaient anodins. Mais ensemble, ils racontaient une toute autre histoire. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai mené mon enquête. J'ai embauché un détective privé, Mathieu, qui a confirmé mes pires soupçons. Alexandre et Léa ne s'étaient jamais vraiment quittés. Des cafés pris ensemble. Des dîners discrets dans des restaurants éloignés. Des voyages d'affaires qui coïncidaient étrangement avec des publications sur les réseaux sociaux de Léa, toujours dans la même ville. Mais le plus douloureux, ce n'était pas juste une simple aventure. C'était un plan minutieux qu'Alexandre et Léa avaient mis en place derrière mon dos.
Un plan où j'étais le rôle secondaire, la femme parfaite, la fiancée idéale qui ferait briller sa réputation. Et une fois que nous serions mariés, peut-être qu'il comptait m'éloigner doucement, que Léa prendrait progressivement sa place dans sa vie. Je les imaginais rire de moi. Se dire que jamais je ne comprendrais. Alors, au lieu de pleurer, j'ai fait quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. J'ai décidé de jouer leur jeu, à ma manière. Avec Élise et ma belle-mère, Valérie, j'ai élaboré mon propre plan. Contrairement à Alexandre, je ne laissais rien au hasard. La première étape, trouver une femme qui pourrait me ressembler suffisamment pour tromper la plupart des invités, du moins à distance. C'est là que nous avons trouvé Nina, une actrice montante, aux traits étrangement similaires aux miens sous le bon éclairage. Elle jouerait la mariée le temps qu'il fallait. La deuxième étape, rassembler les preuves. Grâce à Mathieu, nous avons récupéré des échanges de mets, des réservations d'hôtels, et même des enregistrements de leurs conversations. Léa n'avait jamais caché ses sentiments. Elle ne t'aime pas, Alex. Elle est juste ce dont tu as besoin pour ta carrière. Mais moi je suis ton passé, ton présent et ton futur. J'avais serré les poings en écoutant cela. Ce n'était plus seulement une question d'infidélité. C'était une trahison totale. Aujourd'hui, tout est en place. Dans exactement 1 heure, Alexandre sera debout devant l'autel, attendant sa mariée. Mais il ne s'attend pas à ce qui va arriver. Je me tourne vers Élise, qui entre discrètement dans la suite. « Tout est prêt ?» demandai-je. Elle hoche la tête, un sourire complice aux lèvres. Les caméras sont en place. Les fichiers sont chargés sur l'ordinateur de la salle de réception. Nina est déjà habillée. Je prends une profonde inspiration et me regarde une dernière fois dans le miroir. Je n'ai jamais été aussi prête. Parfait. Je saisis mon téléphone et tape un dernier message à Mathieu. Démarre l'enregistrement. Que le spectacle commence. Puis, sans un regard en arrière, je quitte la suite, mon cœur battant au rythme de la vengeance qui s'apprête à s'accomplir. L'air dans la suite nuptiale est chargé d'anticipation. Mon cœur bat vite, mais ce n'est pas de la nervosité, c'est l'adrénaline. Je jette un dernier regard dans le miroir, ma robe noire contraste magnifiquement avec mon teint clair, et mon rouge à lèvres carmin donne à mon sourire une touche de défi. Dans moins d'1 heure, Alexandre sera à l'hôtel, attendant une femme qu'il pense être moi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qui mène la danse. Je me tourne vers Élise, qui me regarde avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « Tout est sous contrôle ?» demandai-je, la voix plus calme que ce que je ressens réellement. Elle acquiesce immédiatement. Mathieu vient de me confirmer que tout est en place. Nina est prête et en position. Elle porte ta robe, et sous le voile, personne ne pourra voir la différence. Je hoche la tête, satisfaite. Nina a passé des semaines à s'entraîner pour marcher, bouger et même respirer comme moi. Alexandre n'aura aucune idée qu'il s'agit d'une imposture. Et la salle de réception? Les fichiers sont prêts à être diffusés sur les écrans géants. Dès que tu donnes le signal, tout le monde verra ce qu'il a fait. Je laisse échapper un léger sourire. Il n'y a pas de retour en arrière. 3 mois plus tôt, quand j'ai découvert la trahison d'Alexandre, je voulais hurler. Lui balancer son infidélité à la figure et l'humilier sur le champ. Mais la colère impulsive ne m'aurait pas suffi. Non, je voulais quelque chose de plus grand, de plus marquant. J'ai passé des semaines à observer, à noter les moindres détails. Avec l'aide de Mathieu, j'ai découvert à quel point Alexandre et Léa étaient convaincus de leur intelligence. Ils avaient même un plan précis pour que leur liaison continue après le mariage. Des messages secrets, des rencontres bien orchestrées, une série d'excuses préparées à l'avance pour expliquer pourquoi Alexandre s'absenterait de notre futur foyer conjugal. Ils avaient oublié une chose essentielle, je n'étais pas la femme naïve qu'ils pensaient. Une vibration me tire de mes souvenirs.
C'est un message de Mathieu. Le caméraman est prêt. Tout sera filmé sous plusieurs angles. On captera chaque réaction. Parfait. Je respire profondément, essayant d'apaiser le feu qui brûle en moi. Je ne suis pas nerveuse. Je suis prête. Les invités arrivent, dit Élise en regardant son téléphone. Léa est déjà installée. Toujours en rouge. Un rire moqueur m'échappe. Elle a toujours eu le sens du drame. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens le premier rôle. Dans l'église, la cérémonie est sur le point de commencer. À l'entrée de la nef, Valérie, ma belle-mère, joue son rôle à la perfection. Elle félicite les invités, sourit, fait mine de ne pas voir Léa qui s'est installée exactement où Alexandre le voulait. Elle doit se sentir puissante en ce moment, murmure Élise en regardant la retransmission sur son téléphone. Elle va tomber de haut. Je n'ai jamais été une femme cruelle. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception. À l'intérieur de l'église, Alexandre attend. Derrière le rideau, je peux le voir sur l'écran du téléphone d'Élise. Il est parfait, comme toujours. Costume impeccable, sourire confiant. Il ajuste légèrement sa montre, un tic que j'ai appris à reconnaître quand il est nerveux. Il croit que son plan est en marche, que Léa interviendra au bon moment pour briser le mariage. Il ne sait pas qu'il est le seul à ne pas voir la véritable mise en scène. La musique commence. Les invités se lèvent. Au fond de l'église, Nina fait son entrée. Sous son voile, elle est gracieuse, posée. À cette distance, elle pourrait être moi. J'observe l'écran, attendant la réaction d'Alexandre. Ses épaules se détendent légèrement. Il est soulagé. Il croit que tout se déroule comme prévu. Il va être très déçu. Dans le couloir, je me prépare pour mon entrée. Tu es prête? Demande Élise. Prête à lui donner la plus belle leçon de sa vie. Elle me serre brièvement la main. Alors allons-y. Je prends mon téléphone et envoie un message à Mathieu. Démarre la diffusion. Quelques secondes plus tard, un bourdonnement traverse l'église. Des murmures. Des exclamations étouffées. Sur les écrans, les premières images apparaissent. Une conversation entre Alexandre et Léa, filmée dans un café il y a un mois. Ne t'inquiète pas, elle ne se doute de rien. Dès que nous serons mariés, tout sera plus simple. Elle est parfaite pour mon image, mais c'est toi que j'aime. Léa, dans la première rangée, blêmie. Alexandre tourne brusquement la tête vers les écrans. Le silence dans l'église est glacial. Les images continuent. Des messages échangés entre eux. Des photos de leur rencontre secrète. Un enregistrement audio où Alexandre parle de la manière dont il va manipuler le contrat prénuptial à mon désavantage. Je respire profondément et fais mon entrée. Les portes de l'église s'ouvrent lentement. Je marche, sûr de moi, jusqu'à l'autel, mes talons résonnant dans le silence abasourdi de l'assemblée. Les invités me regardent, confus. Certains chuchotent, d'autres sortent leur téléphone pour filmer. Alexandre me fixe, incrédule. Qu'est-ce que? Balbutie-t-il. Je m'arrête devant lui, mon regard ancré dans le sien. Surprise. Il cligne des yeux, cherchant une explication. Mais il n'y a plus rien à expliquer. La vérité est là, exposée devant tout le monde. Je me tourne lentement vers Léa, qui est livide, paralysée sur son banc. J'espère que cette place au premier rang en valait la peine, dis-je doucement, mais chaque mot résonne dans le silence pesant de l'église. Puis, lentement, je retire la bague de fiançailles de mon doigt et la laisse tomber au sol. Le bruit de l'or contre le marbre est le coup final. Je me redresse, inspire profondément et savoure ce moment. Alexandre n'a plus rien à dire. Et moi, je n'ai plus rien à perdre. Je tourne les talons et quitte l'église, laissant derrière moi un fiancé en ruine et une maîtresse en larmes. La vengeance n'a jamais eu aussi bon goût. Je quitte l'église sous les regards choqués des invités, mais je ne me retourne pas. Chaque pas résonne sur le sol en marbre, un écho froid et implacable. Derrière moi, j'entends le tumulte grandissant, les murmures indignés,
les exclamations étouffées, le chaos qui s'installe tandis qu'Alexandre et Léa tentent de comprendre ce qui vient de se passer. Mais c'est fini. Ma vengeance est en marche, et il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Dès que je franchis les lourdes portes en bois de l'église, une bouffée d'air frais frappe mon visage. Élise m'attend dehors, son téléphone toujours en main, enregistrant discrètement les réactions à l'intérieur. Ça a marché comme sur des roulettes, dit-elle avec un sourire satisfait. Je hoche la tête, jetant un coup d'œil à l'écran de son téléphone où l'on voit Alexandre, toujours figé devant l'autel, incapable de formuler la moindre phrase cohérente. Et ce n'est que le début, murmurai-je en ajustant ma robe noire. À l'intérieur de l'église, la panique est totale. Alexandre s'agite, son regard allant frénétiquement des écrans suspendus aux visages incrédules de ses invités. Léa, quant à elle, a reculé jusqu'au bout du banc, les yeux écarquillés, incapable de trouver une issue. « Coupez ces vidéos !» hurle Alexandre en se tournant vers l'un des techniciens de l'église. Mais personne ne bouge. Car personne ne sait qui contrôle réellement la diffusion. Le prêtre, déconcerté, jette un regard aux invités puis à l'écran. Une nouvelle image apparaît, Alexandre et Léa dans une suite d'hôtels luxueuses, prise il y a quelques semaines. Il est censé être en voyage d'affaires. Sauf que ce n'était pas un voyage professionnel. Un frisson parcourt l'assemblée. « Faites un montage !» s'exclame Léa, tentant de sauver la face. Mais la vidéo continue. Cette fois, on voit Alexandre assis à son bureau, en train d'écrire une lettre. Sa voix s'élève alors dans l'église, sortie d'un enregistrement clandestin. « Léa, sois patiente. Une fois que le mariage sera passé, tout ira comme prévu. Nous devons juste gérer ça intelligemment. » Elle ne se doute de rien. Un silence assourdissant suit. Puis, des murmures indignés. À l'extérieur, Élise et moi échangeons un regard. « La prochaine phase ?» demande-t-elle. « On s'occupe de la réception », dis-je en récupérant mon téléphone. Je tape rapidement un message à Mathieu, notre détective privé. « Active la diffusion à la salle de réception. Que tout le monde sache. » Pendant ce temps, Alexandre s'est précipité hors de l'église. Son costume autrefois impeccable est froissé, sa mâchoire serrée sous la pression. Il jette des regards autour de lui, cherchant une explication, un moyen de tout arrêter. Mais il est trop tard. Dès qu'il sort sur le parvis, des journalistes commencent à prendre des photos. Des invités, horrifiés ou fascinés, filment avec leur téléphone. « Où est-elle » gronde-t-il en cherchant mon visage dans la foule. Je sors lentement de l'ombre, me tenant droite, imperturbable. Je suis là, Alexandre. Il me fusille du regard. Qu'est-ce que tu as fait? Je lève un sourcil. Je t'ai simplement offert le mariage dont tu rêvais. Grandiose, spectaculaire, inoubliable. Il serre les poings, mais il sait qu'il ne peut rien faire devant toutes ces caméras. On va en parler en privé, dit-il, tentant de garder un semblant de contrôle. Je ris doucement. Oh non, Alexandre. Tout ce que tu as fait a été public. Il est normal que ta punition le soit aussi. À cet instant précis, un cri s'élève de la foule. Mon Dieu, regardez ça. Nous nous tournons tous vers l'un des écrans de l'église, toujours allumé. Une nouvelle série de documents apparaît, des relevés bancaires, des échanges de mails compromettants. Des preuves que non seulement Alexandre trompait sa fiancée, mais qu'il avait aussi fraudé sa propre entreprise. Ses partenaires commerciaux, présents dans l'assemblée, se figent. Monsieur Lambert, son plus grand investisseur, s'approche lentement, le visage fermé. « Explique-moi ça, Alexandre, » dit-il d'une voix froide. Alexandre est à bout de souffle. Il se tourne vers Léa, mais elle a déjà disparu, ayant fui en catimini. Dans la salle de réception, le scandale continue. Sur les écrans géants, les vidéos sont relayées en direct. Les invités qui sont déjà arrivés voient les preuves défiler, leur coupe de champagne suspendue en l'air, oubliée. Valérie, ma belle-mère,
s'avance et prend la parole, sa voix mesurée mais tranchante. Je suis profondément désolée que notre famille ait été impliquée dans un tel mensonge. Mais sachez que nous ne tolérerons jamais l'infidélité, la malhonnêteté ou la trahison. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Pendant ce temps, Alexandre tente désespérément de reprendre le contrôle. Écoutez-moi, je peux tout expliquer. Mais plus personne ne l'écoute. La salle de réception est en ébullition, et déjà, plusieurs invités importants quittent les lieux, refusant d'être associés à ce scandale. Je m'avance vers Alexandre une dernière fois, mon sourire plus cruel que jamais. Tu veux que je t'explique ce qui s'est passé, Alexandre? Il ne répond pas, le regard dur. Alors je me rapproche et lui murmure. Je t'ai battu à ton propre jeu. Puis, sans un mot de plus, je tourne les talons. La foule s'écarte pour me laisser passer, et je quitte la réception avec Élise à mes côtés. Alexandre reste là, brisé, humilié, anéanti. Et moi, pour la première fois depuis des mois, je respire enfin. L'air de la nuit est frais contre ma peau alors que je quitte la salle de réception en silence. À mes côtés, Élise marche d'un pas rapide, le téléphone toujours en main, capturant chaque instant du chaos qui se déroule derrière nous. Tu as vu son visage? Murmure-t-elle, un sourire en coin. Il n'a jamais eu l'air aussi perdu. Je n'ai pas besoin de me retourner pour savoir qu'Alexandre est en train de suffoquer sous le poids de l'humiliation. La réception, censée être le moment de gloire de sa carrière et de notre mariage, s'est transformée en un scandale qu'il ne pourra jamais effacer. Mais je ne ressens aucune pitié. Il m'a sous-estimé. Il a cru pouvoir jouer avec moi, me manipuler comme il l'a fait avec tant d'autres. Il a cru que j'étais aveugle. Il ne savait pas que, pendant ces 3 derniers mois, j'ai vu et entendu tout ce qu'il croyait caché. À l'intérieur de la salle de réception, le chaos continue. Les écrans géants, initialement installés pour afficher des vidéos romantiques de notre couple, projettent maintenant des images bien différentes, des extraits de messages, des vidéos capturées par Mathieu, mon détective privé, et surtout, des preuves accablantes d'un détournement de fonds. Mais c'est une erreur, hurle Alexandre, sa voix résonnant dans la salle. Ces documents sont falsifiés. Personne ne le croit. Des murmures parcourent la foule, des visages choqués, des regards désapprobateurs. Monsieur Lambert, son plus grand investisseur, serre les poings. Alexandre, est-ce que c'est vrai? Demande-t-il d'une voix glaciale. Alexandre ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Il sait qu'il est coincé. Puis, un silence encore plus pesant s'installe dans la salle. Un autre écran s'allume. Une vidéo commence. Alexandre est assis à son bureau, parlant au téléphone. Ne t'inquiète pas, Léa. Tout est sous contrôle. Après le mariage, je commencerai les transferts de fonds comme prévu. Elle ne posera jamais de questions, elle signe tout sans regarder. Léa, qui avait tenté de disparaître discrètement, se fige sur place. Tous les regards se tournent vers elle. Attendez? Quoi? Murmure quelqu'un dans l'assemblée. Le visage d'Alexandre vire au blanc cadavérique. C'est faux, s'exclame-t-il, mais même sa propre voix le trahit sur l'enregistrement. À l'extérieur, j'attends. Je ne veux pas voir la suite. Ce n'est plus mon problème. Ils ne s'en remettront jamais, dit Élise en consultant son téléphone. L'affaire est déjà en train de se répandre sur les réseaux sociaux. Je laisse échapper un rire sans joie. Et ce n'est que le début. À l'intérieur, Alexandre tente une dernière manœuvre désespérée. Il se tourne vers Léa, la suppliant du regard. Dis-leur que ce n'est pas ce qu'ils croient. Mais elle, qui avait cru être sa complice, réalise qu'elle a été trahie elle aussi. Elle recule, secouant la tête. Tu comptais me faire porter le chapeau, murmure-t-elle, horrifiée. Là, c'est terminé. Monsieur Lambert fait un signe de tête à ses associés. Nous coupons tous les contrats avec toi. Dès maintenant. Un homme en costume s'approche discrètement d'Alexandre. Nous aurons besoin que vous nous suiviez, monsieur.
Certaines transactions nécessitent des explications. Il est fini. Lorsque je monte dans la voiture d'Élise, je ressens enfin une sensation que je n'avais pas connue depuis des mois. La paix. Il ne pourra plus jamais me manipuler. Et plus important encore, il sait maintenant qui je suis vraiment. Et qu'il ne fallait jamais me sous-estimer. La nuit est tombée sur la ville, et pourtant, la chaleur de l'adrénaline continue de brûler en moi. Assise à l'arrière de la voiture, je fixe la fenêtre, regardant les lumières des lampadaires défiler à toute vitesse. Tout est allé exactement comme prévu. Alexandre est fini. Son monde parfait s'est effondré sous ses pieds en l'espace de quelques minutes. Le scandale, l'humiliation, la colère de ses associés, il n'a plus rien. Mais pourquoi ai-je encore ce poids sur la poitrine? Pourquoi ai-je encore le sentiment que quelque chose n'est pas terminé? Tu es trop silencieuse, dit Élise, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Tu devrais te réjouir, non? Je détourne mon regard de la vitre et croise le sien dans le reflet du miroir. C'est juste que, je marque une pause. Ce n'est pas fini. Elle fronce les sourcils. Quoi? Mais bien sûr que si. Il a tout perdu. Oh et. Il ne pourra plus jamais se relever de ça. Oh et. C'est la première fois que j'entends mon propre nom depuis des heures. Pendant toute la soirée, j'ai joué un rôle, un personnage que je me suis construite pour accomplir ma vengeance. Mais maintenant que tout est terminé, qui suis-je vraiment? Il reste une dernière chose à faire, dis-je enfin. Élise me fixe, hésitante. Tu es sûre? Tu veux vraiment le voir après tout ça? Je hoche lentement la tête. Oui. Je dois le voir une dernière fois. Nous arrivons devant son appartement. Un immeuble moderne et luxueux, à l'image de l'homme qui y vit. Mais ce soir, il n'a plus rien du grand avocat charismatique. J'avance jusqu'à l'entrée, mon cœur battant dans ma poitrine. Un des agents de sécurité me reconnaît et me laisse passer sans poser de questions. Je prends l'ascenseur. L'attente me semble interminable. Quand les portes s'ouvrent, je vois la lumière filtrer sous la porte de son appartement. Il est là. Je frappe une fois. Pas de réponse. Je frappe encore. Toujours rien. J'appuie alors sur la poignée et pousse la porte. Elle n'est pas verrouillée. J'entre. L'appartement est plongé dans un désordre qui ne ressemble pas à Alexandre. Des papiers éparpillés sur la table, des bouteilles ouvertes sur le comptoir, et au milieu du salon, assis sur le canapé, Alexandre, le visage défait. Quand il lève les yeux et me voit, il a un sourire amer. « Tu es venu admirer ton œuvre ?» demande-t-il d'une voix rauque. Je m'avance lentement, m'arrêtant à quelques mètres de lui. « Non, dis-je simplement. Je voulais entendre ce que tu avais à dire. » Il rit, mais c'est un rire sans joie. « Tu veux savoir ce que j'ai à dire ?» Il secoue la tête. Je n'arrive pas à croire que j'ai été assez stupide pour te sous-estimer. Je croise les bras. Tu croyais vraiment que j'allais me contenter d'être une femme trophée? Il me fixe longuement, puis baisse les yeux. Honnêtement? Oui. Un silence s'installe entre nous. Je prends une grande inspiration. Pourquoi? Il relève la tête. Pourquoi quoi? Pourquoi avoir fait tout ça? Il passe une main dans ses cheveux en bataille. Tu veux la vérité? Toujours. Il s'adosse contre le canapé, fatigué. Parce que c'était plus facile. Je fronce les sourcils. Facile? Oui, dit-il. Avec toi, tout était simple. Pas de dispute, pas de drame. Tout le monde nous voyait comme le couple parfait. Avec toi, je savais exactement où j'allais. Mais tu ne m'aimais pas. Il ne répond pas tout de suite. Puis il soupire. Pas comme tu le voulais, non. Un autre silence. C'est étrange. J'ai passé des mois à rêver de ce moment, à imaginer toutes les choses que je pourrais lui dire, toutes les insultes que je pourrais lui jeter à la figure.
Mais maintenant que je suis là, je n'en ressens plus le besoin. Parce que je l'ai déjà gagné. Je me redresse et tourne les talons. C'est fini, Alexandre. Il ne dit rien. Quand j'atteins la porte, j'entends juste un murmure derrière moi. Tu m'as détruit. Je me retourne et le regarde une dernière fois. Non. Je secoue la tête. Tu t'es détruit tout seul. Et sur ces mots, je sors de son appartement sans jamais me retourner. Dehors, Élise m'attend, adossée à la voiture. Comment ça s'est passé? Demande-t-elle en ouvrant la portière. Je prends une profonde inspiration. Comme prévu. Elle me sourit et démarre la voiture. Alors que nous nous éloignons, je ferme les yeux et ressens enfin un sentiment que je croyais impossible. La liberté. Et elle n'a jamais eu aussi bon goût. Le soleil commence à se lever alors que la voiture file à travers les rues désertes de la ville. Je regarde l'horizon, les nuances rosées et dorées se mélangeant lentement au bleu du matin. C'est fini. Tout est terminé. Alexandre n'a plus rien. Son empire s'est effondré en une soirée, sous le poids de ses propres mensonges. Léa a fui, incapable d'affronter la honte. Son entreprise, son prestige, son avenir, tout lui a glissé entre les doigts. Et moi, je suis enfin libre. À côté de moi, Élise étire ses bras en bâillant. Tu comptes dormir un peu ou tu vas rester silencieuse à contempler le paysage comme une héroïne de film dramatique. Je souris faiblement, le regard toujours perdu dans l'immensité de la ville qui s'éveille. Je réfléchis. À quoi? Bonne question. À tout. À rien. À ce que sera ma vie maintenant. Pendant des mois, chaque battement de mon cœur a été rythmé par la vengeance. Chaque jour a été une pièce de plus dans un puzzle dont l'unique objectif était d'anéantir Alexandre. Maintenant qu'il n'y a plus de combat à mener, qui suis-je? Je me tourne vers Élise, qui me fixe avec une pointe d'inquiétude. Et si j'avais passé trop de temps à le détruire? Dis-je enfin. Et si je ne savais plus quoi faire maintenant? Elle hausse les épaules, un sourire en coin. Tu pourrais commencer par dormir, prendre un bon petit déjeuner, et ensuite, je ne sais pas, partir en voyage, te reconstruire, tomber amoureuse d'un bel étranger sur une plage exotique? Je ris doucement, secouant la tête. Tu crois que c'est si simple? Elle freine doucement à un feu rouge et tourne la tête vers moi, plus sérieuse cette fois. Écoute, Goé, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as repris le contrôle de ta vie. Maintenant, au lieu de penser à ce que tu as perdu, pense à tout ce que tu peux gagner. Je laisse ces paroles résonner en moi. Oui, tout ce que je peux gagner. Nous arrivons enfin chez moi. L'appartement est sombre, silencieux. Un contraste brutal avec le tumulte de la veille. Je retire mes talons, laissant échapper un soupir de soulagement en sentant le parquet frais sous mes pieds. Élise s'installe immédiatement sur mon canapé, feuilletant son téléphone. Ton histoire fait la une de tous les journaux, annonce-t-elle. Je fronce les sourcils. Quoi? Elle me tend son téléphone, et mon cœur rate un battement en voyant les gros titres. Un mariage tourne au scandale, un avocat renommé humilié devant des centaines d'invités. Trahison et fraude, la chute de l'homme d'affaires Alexandre Morel. Mariée vengeresse, comment une femme a exposé l'homme qui l'a trahi. Je pousse un soupir et lui rends son téléphone. Je suppose que je ne pourrai pas me cacher éternellement. Oh non, clairement pas, répond-elle en riant. Tu es devenu une légende en une nuit. Je secoue la tête, amusée malgré moi. Et Alexandre? Elle tape rapidement sur son téléphone et me lit les dernières nouvelles. Ses partenaires commerciaux l'ont lâché. Son entreprise est en crise. Ses parents ont même fait une déclaration pour dire qu'ils n'avaient rien à voir avec ses actes. Je lève un sourcil. Sa propre famille l'a abandonné? Tu t'attendais à quoi? Elle hausse les épaules.
Les gens comme lui n'inspirent pas la loyauté. Dès qu'ils tombent, tout le monde les laisse derrière. Un silence s'installe. Une partie de moi devrait ressentir une satisfaction immense. Mais tout ce que je ressens, c'est un vide. Je ne veux plus penser à lui. Je pars, dis-je soudainement. Élise cligne des yeux. Pardon? Je vais partir d'ici. Voyager. Peut-être même déménager. J'ai besoin d'un nouveau départ. Elle sourit et lève son verre imaginaire. Enfin. C'est la meilleure idée que tu aies eue. Tu sais déjà où tu veux aller? Je secoue la tête. Non. Mais ce sera loin d'ici. Les semaines suivantes passent en un éclair. Le scandale autour d'Alexandre continue d'alimenter la presse, mais moi, je m'éloigne peu à peu de tout ça. J'ai vendu mon appartement. J'ai vidé mon compte en banque et réservé un vol pour une destination inconnue. Et me voilà, assise à l'aéroport, un café à la main, regardant les gens passer. Mon téléphone vibre. Un message d'Élise. Tu es prête pour ta nouvelle vie? Je souris et tape une réponse. Plus que jamais. L'annonce de l'embarquement retentit. Je prends une profonde inspiration, me lève et marche vers la porte d'embarquement. Une nouvelle vie commence. Et cette fois, elle est vraiment à moi. L'avion fend les nuages, laissant derrière lui la ville où tout s'est écroulé. Je ferme les yeux un instant, inspirant profondément, laissant mon cœur s'apaiser avec le ronronnement des moteurs. C'est fini. Toutes ces semaines de tension, de préparation, de vengeance, tout ça appartient au passé maintenant. Je rouvre les yeux et regarde par le hublot. L'immensité du ciel s'étend devant moi, un horizon infini. Un horizon qui, cette fois, m'appartient. Champagne, madame? Je lève la tête et croise le regard souriant de l'hôtesse. Oui, volontiers. Elle me tend une coupe, et je lève légèrement mon verre avant de boire une gorgée. Le goût est léger, pétillant. Un goût de liberté. Le vol se passe en silence. À mes côtés, un couple discute à voix basse, rêvant de leur nouvelle vie dans un autre pays. Moi aussi, j'ai besoin d'un nouveau départ. Mais ai-je seulement pris le temps de décider de ce que je voulais vraiment? Ma vie entière, ces derniers mois, a été dictée par une seule chose, la chute d'Alexandre. Maintenant que c'est fait, que reste-t-il? Je sors mon carnet de voyage et commence à griffonner quelques notes. Destination, inconnue. Objectif, se redécouvrir. C'est un bon début. L'atterrissage est doux. Lorsque je descends de l'avion, la chaleur de l'air me frappe immédiatement. Je ferme les yeux et inspire profondément. L'odeur de l'océan, du sel, du soleil chauffant la pierre et le sable. Je souris. C'est exactement ce dont j'avais besoin. J'attrape ma valise et me dirige vers un taxi. Un hôtel en particulier, madame? Demande le chauffeur. Je réfléchis un instant. Non. Trouvez-moi un endroit avec une belle vue. Il hoche la tête et démarre. L'hôtel surplombe la mer, une villa blanche au balcon fleuri, bercée par le bruit des vagues. J'ouvre la fenêtre de ma chambre et laisse la brise chaude caresser mon visage. C'est ici que tout commence. C'est ici que je me reconstruis. Les jours passent lentement, rythmés par le soleil et la mer. Je me réhabitue à une vie sans tension, sans plan machiavélique à orchestrer. Un matin, alors que je prends mon café sur la terrasse d'un petit restaurant, je surprends une conversation entre deux touristes français. Tu te souviens de cette histoire? La mariée qui a exposé son fiancé infidèle devant tout le monde? L'autre hoche la tête, ébahi. Bien sûr. Tout le monde en a parlé. J'ai même vu les vidéos. Elle lui a détruit sa vie. Une vraie légende. Il rit, amusé. Moi, je baisse la tête et continue de boire mon café. Il parle de moi sans même le savoir. C'est étrange d'entendre son propre récit raconté comme une fable moderne.
Ai-je vraiment détruit sa vie? Ou lui ai-je simplement montré les conséquences de ses actes? Je ne regrette rien. Mais je refuse que cette histoire définisse mon avenir. Un soir, alors que je marche pieds nus sur le sable, je croise un homme assis près de l'eau. Il semble perdu dans ses pensées, comme moi. Nos regards se croisent. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Demande-t-il doucement. Je souris légèrement. Ça se voit tant que ça? Il acquiesce. Quelqu'un qui regarde l'horizon comme s'il cherchait une réponse, c'est rarement un local. Je m'assois à côté de lui, intrigué. Et vous? Vous cherchez une réponse aussi? Il rit doucement, haussant les épaules. Peut-être. Nous restons un moment en silence, écoutant le bruit des vagues. Je m'appelle Noah, dit-il enfin, tendant la main. J'hésite un instant. Puis je la serre. Ohé! C'est la première fois que je prononce mon nom depuis longtemps sans qu'il soit associé à une vengeance ou à une histoire de trahison. Juste Zoé. Et pour la première fois, cela me semble suffisant. Les jours se transforment en semaines. Je me surprends à sourire plus souvent. À rire. À ne plus penser à Alexandre. Noah et moi nous voyons souvent. Il est discret, attentif, et surtout, il ne pose pas de questions sur mon passé. C'est rafraîchissant. Un jour, alors que nous regardons le coucher du soleil, il se tourne vers moi. Tu comptes rester ici longtemps? Je fixe l'horizon. Je ne sais pas. Peut-être. Il hoche la tête. Alors reste. Je le regarde, surprise. Pourquoi? Il sourit, haussant les épaules. Parce que parfois, on n'a pas besoin d'une raison pour rester. On le fait juste parce que ça nous fait du bien. Je souris à mon tour. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens exactement là où je dois être. Quelques mois plus tard, un colis arrive à la réception de l'hôtel. Il n'y a pas de nom d'expéditeur, juste mon prénom écrit en lettres élégantes. Je l'ouvre avec curiosité. À l'intérieur, un petit écrin en velours. Je l'ouvre lentement et découvre un bracelet en perles. Celui que la mère d'Alexandre voulait me donner le jour du mariage. Avec une lettre. Astérisque OE. Il m'a fallu du temps pour comprendre, mais maintenant, je vois enfin. Tu n'as pas seulement sauvé ta vie. Tu as aussi sauvé la nôtre. Merci d'avoir eu le courage que je n'ai jamais eu. Valérie. Astérisque. Je referme la boîte et inspire profondément. Oui. J'ai eu le courage qu'il fallait. Et maintenant, il est temps d'écrire ma propre histoire. Cette fois, sans aucun plan. Juste moi. Et la liberté. Alors que Zoé referme la boîte contenant le bracelet en perles, elle sent une vague d'émotion l'envahir. Elle regarde l'horizon, l'océan s'étendant à perte de vue, et réalise enfin qu'elle est libre, non seulement d'Alexandre et de son emprise toxique, mais aussi des chaînes invisibles qu'elle s'était elle-même imposées en poursuivant sa vengeance. Pendant des mois, elle avait vécu uniquement pour le moment où elle le verrait tomber, où elle le regarderait souffrir comme elle avait souffert. Mais maintenant qu'il n'était plus qu'un souvenir, que son empire était en ruine et que son nom était synonyme de trahison et de mensonge, elle comprenait que la vraie victoire ne résidait pas dans la destruction de son ennemi, mais dans la construction de son propre avenir. Elle repense à tout ce qu'elle a traversé. Au début, il y avait la douleur, la colère, l'incompréhension. Comment quelqu'un qu'elle aimait avait-il pu lui faire une chose pareille? Comment Alexandre avait-il pu lui mentir avec autant d'aisance, jouer avec ses sentiments, manipuler son cœur comme si elle n'était qu'une pièce sur un échiquier? Mais ensuite, la douleur s'était transformée en détermination. Elle n'était pas une victime. Elle n'allait pas pleurer dans un coin et accepter son sort. Elle allait riposter. Et elle l'a fait. Mais maintenant qu'elle est assise sur cette plage, le soleil couchant projetant des reflets dorés sur l'eau, elle se rend compte que la vengeance n'a jamais été la solution. Elle lui a apporté une satisfaction temporaire, oui, mais à long terme, cela l'a laissée vide.
Pendant tout ce temps, elle s'était battue contre Alexandre, mais elle n'avait jamais pris le temps de se demander ce qu'elle voulait vraiment. Qui était-elle, au-delà de cette femme trahie qui cherchait justice? Elle ferme les yeux et écoute le bruit des vagues. Une brise légère caresse son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent en paix. Noah s'approche, ses pas silencieux sur le sable. Il s'assoit à côté d'elle, sans rien dire, simplement présent. Elle apprécie cette quiétude, ce silence qui ne demande rien, qui ne juge pas. Il n'a jamais posé de questions sur son passé, et elle ne sait presque rien du sien. Peut-être que c'est mieux ainsi. Tu sembles loin, dit-il doucement. Zoé ouvre les yeux et lui sourit légèrement. Je réfléchis. À quoi? Elle regarde la boîte dans ses mains, puis la range dans son sac. À ce que je vais faire maintenant. Noah hoche la tête, contemplant l'océan. Parfois, la réponse est juste devant nous. Il suffit de l'accepter. Elle le regarde, intriguée. Et quelle est la tienne? Il sourit, amusé. J'étais perdu quand je suis arrivé ici. Maintenant, je sais que je n'ai plus envie de fuir. J'ai trouvé quelque chose que je veux garder. Il tourne la tête vers elle, son regard intense et sincère. Zoé sent son cœur battre plus vite, non pas par peur, mais par quelque chose d'inattendu. Un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais elle ne répond pas. Pas encore. Cette fois, elle ne se précipitera pas. Elle veut apprendre à aimer à nouveau, mais d'abord, elle doit apprendre à s'aimer elle-même. Et c'est là, dans ce moment suspendu entre le passé et l'avenir, qu'elle comprend que la plus grande victoire qu'elle puisse remporter, ce n'est pas de voir Alexandre souffrir, mais de se voir, elle, grandir. Zoé se lève, dépoussière le sable de sa robe et tend la main à Noah. « Viens. J'ai envie de marcher. » Il attrape sa main sans hésiter, et ils s'éloignent ensemble le long de la plage, laissant derrière eux les traces de pas qui s'effacent doucement avec la marée montante. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Zoé a cru, pendant longtemps, que sa vie était liée à Alexandre, qu'il était son avenir, son point d'ancrage, sa finalité. Mais en réalité, il n'était qu'une leçon, un obstacle sur son chemin pour la pousser à découvrir qui elle était réellement. Et parfois, il faut tout perdre pour mieux se retrouver. Cette histoire nous enseigne plusieurs choses. D'abord, que nous ne devons jamais permettre à quelqu'un de définir notre valeur. Alexandre voulait façonner Zoé à son image, faire d'elle une épouse idéale tout en vivant une double vie. Mais Zoé a compris que son bonheur ne dépendait pas de lui, qu'elle méritait bien plus qu'un rôle secondaire dans sa propre vie. Ensuite, cette histoire nous rappelle que la vengeance peut être douce, mais elle n'apporte jamais une satisfaction durable. La vraie revanche, c'est d'être heureux, de tourner la page et de ne plus donner à ceux qui nous ont blessés le pouvoir de contrôler nos émotions. Et enfin, cette histoire nous montre que la vraie force ne réside pas dans la destruction des autres, mais dans notre capacité à nous reconstruire, à avancer, à choisir la paix plutôt que le ressentiment.